Le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Dites 33. Soignez votre vue, c'est le thème de cette émission. Une émission que nous débutons ici, place Péberlan à Bordeaux, à l'occasion de la Journée mondiale de la vue. C'est donc aujourd'hui la Journée mondiale de la vue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette journée, Monsieur Gélis ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que la Journée mondiale de la vue a été mise en place par l'OMS depuis 6-7 ans, mais disons que depuis 4 ans, c'est en France d'une façon beaucoup plus étendue. Il y a eu, donc il y a 4 ans, l'organisation dans des villes de plus de 200 000 habitants. Et depuis l'année dernière, eh bien, on a étendu davantage, on est descendu dans le nombre d'habitants, ce qui a permis à des villes de moyenne importance ou de moyenne grande importance de profiter de la Journée mondiale de la vue. Ceci nous a permis l'année dernière d'avoir 73 villes sur lesquelles eh bien, les Lions ont fait profiter à la population de ces tests de vision gratuits. Et cette année, nous sommes à 146 villes en France et il y a environ 2000 Lions aujourd'hui répartis sur le territoire qui reçoivent tous les gens de la communauté qui souhaitent avoir un test de la vue gratuit. Qu'est-ce qu'on trouve justement là ici, place Péberlan ? On peut venir faire un test pour diagnostiquer sa vue, ce qui ne va pas ? Expliquez-nous un petit peu. Alors on fait un test, on fait un dépistage, mais on ne fait pas de diagnostic pour la raison suivante, c'est que nous n'avons pas là d'ophtalmo et c'est uniquement un diagnostic avec un ophtalmo. Là nous avons des opticiens qui font un test générique avec donc le test de la vision purement et simplement, mais également le test pour déceler le cas échéant des problèmes de MLA et ensuite un test que l'on appelle le test du renne, puisque là c'est un renne que nous avons qui est en 3D. C'est assez original avec les lunettes en 3D et c'est assez sympa pour tout le monde, tout en étant évidemment tout cela très sérieux. Le but de cette opération, c'est quoi ? C'est de sensibiliser les gens justement au dépistage ? Le but, c'est de sensibiliser les gens d'avoir un dépistage, mais d'aller voir des ophtalmos. Car je discutais avec certaines, même de nos amis, qui en principe devraient le savoir, mais ne vont pas forcément régulièrement voir un ophtalmo. Lorsqu'on a passé 40-45 ans, eh bien, il faut aller voir un ophtalmo. Et c'est pour cela que l'on fait ces tests de vision, pour rappeler aux gens que finalement, en prenant de l'âge, il y a plusieurs risques, mais on s'habitue à une baisse de la vue. Et ceci, c'est quand même assez dangereux. Et voilà, c'est pour sensibiliser le public à aller se faire dépister. C'est donc la 4e année que Bordeaux accueille cette journée mondiale de la vue. Comment est-ce que vous vous êtes organisé en amont ? Expliquez-nous un petit peu. Eh bien, nous avons reçu effectivement il y a 4 ans toute l'équipe des Lions Club, qui sont des gens qui appartiennent donc au Lions Club et qui sont extrêmement engagés dans la vie locale, parce que leur devise c'est servir. Et ils sont venus nous voir avec ce projet absolument extraordinaire de faire un dépistage, d'organiser une journée de la vue. Donc la ville tout naturellement a souhaité les accompagner en mettant en place toute une logistique, en les accompagnant pour la communication. Et puis surtout l'idée c'est que les Bordelais viennent à leur rencontre pour pouvoir effectivement faire du dépistage. C'est ici que sont pris en charge les patients ayant recours à une chirurgie réfractive, un mot barbare pour désigner la chirurgie des défauts de vision. Il y a 4 défauts de vision principaux, c'est la myopie, un défaut que tout le monde connaît, où on est gêné de loin, l'hypermétropie, qui est l'inverse de la myopie, on voit un peu mieux de loin, mais on est gêné de près, la presbytie, que tout le monde connaît quand les personnes ont plus de 45 ans, où ils sont gênés de près, quel que soit leur défaut de départ, donc qui peut être couplé à la myopie et l'hypermétropie. Et l'astigmatisme, qui est un défaut de forme, on considère que l'œil a plus une forme de ballon de rugby que d'un ballon de foot, et ça peut se coupler aux autres défauts visuels. 90% de la chirurgie réfractive est une chirurgie au laser, une opération très rapide qui dure au maximum une quinzaine de minutes et qui permet au patient de récupérer 95% de sa vision. Il y a un premier laser qui
sert à découper un volet cornéen. Ça, c'est dans la chirurgie laser qui est la plus fréquente. Donc, on découpe ce volet en l'espace de 15 à 20 secondes sur un laser femtoseconde. Ce laser va nous permettre de soulever une fine pellicule de cornée et d'aller travailler en profondeur pour corriger à ce moment-là le trouble visuel en lui-même. Le trouble visuel va être corrigé en l'espace de 15 à 25 secondes. Et ensuite, on va reposer le petit volet. Le coût de l'opération est d'environ 2 500 €, la moitié étant prise en charge par la mutuelle. Une opération qui serait rentabilisée au bout de 4 à 5 ans si on considère le coût d'une paire de lunettes aujourd'hui. On va donc parler avec vous, docteur Sapen, d'un lien qui n'est pas évident au premier abord, c'est le lien entre les apnées du sommeil et notre vue. Il est vrai que c'est pas évident et que jusqu'à présent, d'abord, en général, les troubles du sommeil sont très peu connus et très peu explorés. Ça a commencé essentiellement avec le syndrome d'apnée du sommeil et maintenant c'est très connu qu'il y a des liens entre les apnées du sommeil, donc des mauvaises respirations pendant le sommeil, et les maladies cardiaques. C'est beaucoup moins connu pour les maladies des yeux, pour l'ophtalmologie, mais actuellement on s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Et alors, quelles sont les pathologies qui sont concernées justement ? Alors les pathologies, il y en a une qui est pas très fréquente, mais qui est très concernée par le syndrome d'apnée du sommeil, c'est l'hyperlaxité de la paupière. C'est des paupières qui sont trop souples et qui peuvent, par exemple la nuit, si vous dormez proche de votre oreiller, relever la paupière et avoir des atteintes de la cornée. Ça s'appelle la blépharoptose. Il faut donc penser maintenant, devant une pathologie de ce type, au syndrome d'apnée du sommeil, par des mécanismes assez complexes, on y reviendra peut-être. D'autres pathologies, alors là, beaucoup plus fréquentes, ce sont les glaucomes. Et on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Au début, c'était quelques expériences comme ça qu'on trouvait un petit peu originales. Mais maintenant, lorsqu'on recherche systématiquement chez les patients qui présentent des glaucomes, des syndromes d'apnée du sommeil, on en trouve beaucoup, près de 50 à 60% des cas. Alors vous pouvez me dire, ça n'a pas grand intérêt. Et si ça a un intérêt, parce que le traitement du syndrome d'apnée du sommeil est maintenant très au point, en particulier par la ventilation en pression positive. Et très souvent, dans le glaucome, on a des difficultés thérapeutiques importantes. Donc ce traitement-là apporte un plus incontestable. Ça veut donc dire qu'il y a un lien très étroit entre glaucome et apnée du sommeil ? Ce qui ne paraissait pas du tout évident. Alors probablement, les mécanismes ne sont pas encore très connus, d'une part par les chutes d'oxygène dues à l'apnée du sommeil la nuit, et également peut-être par des micro-éveils, donc la fragmentation du sommeil qui entraîne des modifications de pression au niveau de l'œil. Donc ça veut dire qu'il faut être attentif sur les deux plans finalement Absolument. quand on veut soigner ? Ça veut dire que maintenant, toutes les personnes qui présentent des syndromes d'apnée du sommeil, il faut savoir rechercher un glaucome, d'autant que ça ne paraît pas, il faut mesurer la tension dans l'œil, et le traitement précoce est extrêmement important. Et d'autre part, maintenant, il est de bonne pratique clinique de rechercher un syndrome d'apnée du sommeil lorsqu'il y a un glaucome. L'UNADEV est une association née en 1929 à Bordeaux. Si elle a pris une ampleur nationale, depuis quelques années, son siège est resté basé dans la capitale girondine. Donc ici, vous trouverez tous les services administratifs de l'association. Il y a les services communication, il y a tous les services comptabilité, il y a l'espace d'accueil, un grand espace d'accueil qui permet aux déficients visuels de venir de 8 h à 19 h le soir pour bénéficier de formations, pour avoir accès aux loisirs, à la culture, pour également faire du sport puisqu'on a une grande salle de sport. Nous avons aussi une entreprise adaptée qui s'appelle Céciphone. C'est une entreprise de téléopérateurs. Ce sont des gens en situation de déficience visuelle qui vont travailler, qui auront des horaires à aménager. Et ici, donc, nous sommes au centre ophtalmologique. Nous sommes en partenariat avec Médecins du Monde et des ophtalmologistes dispensent des consultations pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale. L'UNADEV est partie du constat suivant, beaucoup de bénéficiaires sont devenus aveugles suite à un glaucome. L'association a donc décidé de prendre le problème de la cécité en amont en mettant en place un dépistage de la pathologie. Depuis 2011, on a mis en place donc, une campagne itinérante nationale d'information, de sensibilisation et de dépistage de la maladie. Cette campagne se matérialise par une unité mobile qui est un semi-remorque qui va se déplacer de ville en ville. Cette année, on va faire 35 dates, donc 35 semaines, dans les plus grandes villes françaises, où on va proposer aux passants un dépistage gratuit du glaucome. Ce dépistage nous est rendu possible grâce au partenariat avec le service d'ophtalmologie du CHU de Bordeaux et la Société française du glaucome.
grâce à qui on a pu mettre en place un protocole médical qui nous permet de réaliser des dépistages et de pouvoir orienter les patients lorsque les patients sont jugés suspects. Entre 6 000 et 9 000 patients sont attendus cette année pendant les 185 jours de dépistage prévus. On va donc terminer cette émission en parlant de dépistage. À partir de quel âge est-ce qu'il est important justement de se faire dépister? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la vision se développe à peu près jusqu'à 5 ans, 5-6 ans maximum. Donc il faut diagnostiquer une pathologie avant, un défaut de vision important avant cet âge-là pour que l'œil puisse se développer, parce que sinon son développement sera fixé. Donc on ne va pas faire un dépistage forcément systématique, c'est le pédiatre ou le médecin généraliste qui va envoyer pour qu'on fasse un bilan, mais un parent peut être alerté par un enfant qui se cogne beaucoup, par un enfant qui plisse beaucoup les yeux, par différentes choses, ou par une famille dont on sait qu'il y a beaucoup de défauts visuels, notamment une forte hypermétropie. À ce moment-là, il est utile de consulter. Est-ce qu'il y a après d'autres paliers comme ça tout au long de la vie? Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est vrai que pendant toute l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, c'est important de se faire suivre régulièrement, mais là, on n'a pas de palier important. C'est juste de diagnostiquer une myopie scolaire, par exemple, ça peut être important. Après, on sait que vers 40-45 ans, c'est le début souvent du glaucome, alors des glaucomes à pression forte. Dans ces cas-là, oui, la vie est bien faite, puisque le glaucome intervient à peu près en même temps que la presbytie. Donc souvent, c'est quelqu'un qui vient pour consulter pour un problème de vision de près, on s'aperçoit qu'il a un peu de tension dans l'œil et on diagnostique un glaucome. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça peut être vers 60-65 ans d'avoir un début de DMLA. Donc là, c'est important pour les patients de 60-65 ans de vérifier qu'il n'y a pas un œil, par exemple, qui voit moins bien que l'autre, qui a une vision déformée, une vision floue. Donc ça, en contrôlant œil par œil la vision de temps en temps. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres paliers comme ça tout au long de la vie? Est-ce que vous pouvez nous parler des étapes suivantes, justement? Alors, de se faire suivre, par exemple, tous les 2 ans, ça peut être bien. Tous les 2-3 ans, d'avoir un suivi par un ophtalmologiste, c'est ce qui se ferait de mieux. C'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.